On va commencer par vous, Madame Rivière. Donc, vous présidez l'association Trépano Doubout. Doubout, pardon, oui, on prononce le T, désolé. Désolé. Et donc, on a vu qu'effectivement, on a vu que les actions de sensibilisation, c'était important parce que derrière, on va chercher la compréhension, on va chercher la confiance. Et c'est ça qui va permettre que les situations puissent émerger et qu'elles puissent être traitées. Donc, les employeurs ne sont pas forcément nous. Ce qui nous intéresse dans cette table ronde, c'est vraiment d'identifier les acteurs qui peuvent être mobilisés par les employeurs pour les aider, leur porter un appui dans leur action. Et notamment, nous, on va vous demander comment vous pouvez intervenir auprès des employeurs pour sensibiliser le personnel à la drépanocytose. Bonsoir. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'association, j'ai un avantage par rapport à d'autres puisque professionnellement, j'interviens sur ce champ puisque je suis conseiller référent à anciennement Pôle emploi, France Travail. Donc c'est vrai que c'est un avantage parce que j'ai la maîtrise de cette partie et régulièrement nous intervenons au niveau des entreprises pour l'accompagnement et la présentation des mesures qu'il existe. Depuis au départ l'évaluation, l'immersion, c'est-à-dire que les personnes qui veulent exercer un emploi, des fois il y a la méconnaissance, on leur fait prendre conscience d'une certaine réalité. Parce que des fois on se dit je serai capable, mais en passant quelques jours dans l'entreprise en pratique, là, ils peuvent préparer l'embauche bien comme il faut. On intervient au niveau de l'association, également au niveau des établissements scolaires, parce que là, nous allons commencer à intervenir. Nous avons une convention qui va être signée avec le rectorat pour nous faciliter l'accès dans les établissements scolaires, parce que bon, il y a quand même une réglementation et pour qu'on soit bien couvert au niveau des établissements scolaires. Les orientations vont commencer. Parcoursup va commencer également pour permettre aux jeunes déjà de se préparer, comme disait Géranie, mais c'est comme ça qu'on l'appelle depuis... voilà, Géranie. C'est vrai que ça permet aussi aux enfants d'anticiper et également aux parents de pouvoir se projeter, parce que c'est vrai que quand ils sont enfants, on porte la maladie. Je dis on porte puisque j'ai une fille qui a 25 ans maintenant et qui est porteur de la drépanocytose. Donc, comme on peut dire, touchant du bois, ça se passe relativement bien. Mais c'est vrai que ça permet à ses parents de se dire que bon, l'enfant a bien découvert un métier, mais en même temps, il se dit qu'il a quand même touché ce métier du doigt et ça lui permettra de dire que je pourrais. Bon, il y aura toujours des incidents de parcours parce que la maladie est toujours là, mais au moins, il sait. Dernièrement, une intervention, un jeune, il veut être pâtissier. Boulanger-pâtissier. C'est bien, mais il y a aussi les horaires. C'est quand même un jeune qui est fragilé, le chaud, le froid, sortir du four, aller chercher là. Donc, après cette immersion, il a compris que il faudrait peut-être qu'il pense à revoir son projet professionnel. On accompagne des entreprises. Et c'est vrai qu'on signe régulièrement, on leur permet, avec cette double casquette, de pouvoir aller voir un conseiller, leur dire faire une immersion. C'est quelque chose, on a des conventions signées avec des entreprises qui facilitent l'immersion et ça leur permet de pouvoir se projeter. Et en même temps, lors de cette immersion, on peut déjà mettre en place un parcours, anticiper ce parcours avec l'entreprise qui envisage de recruter par la suite. On lui dit, bon, ok, d'accord, ça a été fait, mais l'entreprise sait ce qu'il pourra faire. Tout simplement, peut-être déplacer une clim ou mettre le bureau plus là, des choses qui peuvent éviter des complications par la suite. Au niveau de l'association, on travaille beaucoup également sur le personnel, c'est-à-dire que nous sommes tous des membres de l'association, mais nous avons également nos professions, nos connaissances, et on met cette partie-là
en place, on offre cette partie-là aux malades, à leur famille. Donc quand ils viennent nous demander une question sur une maladie, on a la possibilité de travailler, de les accompagner sur un projet professionnel, anticiper pas mal de choses, leur dire que bon, bah, il faudrait peut-être avoir cette fameuse reconnaissance de travailleurs handicapés qui n'est pas un fardeau, mais il faut le voir dans l'autre sens. Ça va leur permettre d'être protégés et en même temps de protéger l'entreprise et de mettre en place pas mal de choses qui vont leur permettre de mener à bien leur vie professionnelle par la suite. Géranie nous disait également, c'est vrai que des fois, même l'assistante sociale du centre fait appel à nous pour nous apporter un complément d'information en lui disant c'est pas là, il faut passer par cette porte-là, c'est monsieur untel, les contacts. C'est ça aussi l'association, c'est un échange. Et ça, on met en place aussi bien pour les patients. Pardon. Je vous distrais un peu, je suis désolée. C'est pas ma faute, c'est elle. Comme les enfants. Donc, ça nous permet de mettre en place avec les relations, avec la collègue qui est aussi... voilà, on a des contacts et on peut orienter avec les connaissances que l'on a la personne vers le service adéquat. Voilà. Donc là, je comprends bien, c'est que vous pouvez accompagner les agents drépanocytaires. En gros, un employeur doit savoir qu'effectivement, vous allez pouvoir orienter, accompagner l'agent d'un point de vue personnel. Voilà. Lui donner des conseils, etc. Et en même temps, on peut se rendre dans l'entreprise. Alors c'était ma question. Alors imaginons que je sois un employeur, que j'ai envie de mobiliser, de sensibiliser les agents. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, donc ça je vous disais tout à l'heure, on intervient également au niveau des entreprises directement, au niveau des établissements scolaires, les lycées, professionnels, pour leur parler de la drépanocytose. Parce que ça fait partie des maladies invisibles. On voit une personne, vous ne savez pas si je suis porteur de la drépanocytose, et souvent les gens l'handicapent, c'est la personne qui est en fauteuil roulant. Non, il n'y a pas que ça. Et c'est beaucoup plus compliqué, donc on les informe, on leur donne des plaquettes, nous avons des plaquettes, on peut faire des rencontres avec l'entreprise pour lui parler vraiment et concrètement, comment ça se passe? Imaginons, ça se passe sur une demi-journée, il y a une réunion d'information. C'est à la demande. Comment ça se passe? C'est à la demande, parce que une très petite entreprise qui veut embaucher une personne, c'est son premier salarié, on ne va pas faire une réunion d'information. On est d'accord. Voilà, donc on va rencontrer l'employeur directement et on va en discuter. Voilà, lui expliquer déjà ce que c'est que la maladie, parce que c'est quand même un plus. Et après, on va lui dire, cette personne-là, vous pouvez bénéficier de ça, de tel accompagnement, avec tel organisme, telle chose, mettre en place. Après, si c'est un groupement d'employeurs aussi, là, on peut faire une réunion d'information. Là, pour le coup, on a des employeurs publics, donc des employeurs assez importants. Donc, quel type d'action vous pourriez mener? Est-ce qu'on peut imaginer un atelier? On peut mettre en place un atelier. On a les outils qu'il faut. On peut mettre en place des ateliers pour leur expliquer. D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est leur expliquer la maladie. Parce que assez souvent, eux-mêmes, ils ne voient pas, ils ne représentent pas cette maladie. Après, leur dire qu'ils peuvent recruter une personne qui est porteur de la drépanocytose, et mettre en place, parce que souvent les entreprises, c'est un petit peu normal, ils vont se dire oui, mais quand cette personne-là n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et bien on leur met en place les différentes choses qu'on peut organiser. Il y a des organismes, on les oriente, on a des contacts, on a des noms, et puis là ils peuvent les rencontrer et passer aux pratiques. Donc ce que je retiens, c'est qu'un accompagnement pour les personnes atteintes de la maladie, et puis des actions de sensibilisation un peu à la carte, en fonction de l'organisation de l'employeur, de ses besoins, etc. Oui, on est obligé, selon moi, on est obligé de travailler à la carte, parce qu'une entreprise X n'est pas la même qu'une entreprise Y. Et en fin de compte, cette entreprise-là ne va pas demander les mêmes choses. Vous avez par exemple une très petite entreprise ou une entreprise qui n'a qu'un salarié, c'est lui, et il voudra embaucher une personne pour l'aider. Vous n'allez pas mettre en place une information collective de 6 jours pour l'enfermer. Donc vous prenez un rendez-vous, vous allez voir l'entreprise, vous lui expliquez qu'il y a des immersions. Il peut même prendre d'abord la personne quelques jours en immersion pour voir un petit peu si ça correspond à ce que le demandeur veut.
la personne atteinte de la drépanocytose, le futur salarié, et en même temps en place ce que l'employeur attend. Et on sait pertinemment que une entreprise souvent a une appellation sur un métier qui n'est pas forcément la réalité en pratique. Donc on adapte, on est obligé d'adapter en fonction de la personne qui est en face de nous. Et ça, on ne peut pas faire autrement, même pour une entreprise. Alors il y a une autre association qui propose également un accompagnement et des actions de sensibilisation. C'est l'association GED, Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Et Madame Tyrolien devait venir avec nous. Et vous voyez comme quoi la santé et le travail, c'est pas toujours simple. Elle a eu un problème de santé aujourd'hui. Elle n'a pas pu être parmi nous. Mais on travaille souvent ensemble. Vous êtes deux associations partenaires. On travaille ensemble, ouais. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des employeurs qui se disent voilà, je pourrais peut-être organiser une sensibilisation chez moi, et voilà, Madame Robin. Oui, moi j'ai une question. Comment accompagner les agents drépanocytaires qui ne se déclarent pas auprès du médecin du travail ou même au niveau de la référente politique handicap? Alors c'est vrai, voilà, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas forcer une personne selon la réglementation, mais lui présenter, parce que ça nous arrive souvent, présenter d'un autre sens, c'est-à-dire que c'est pour la protéger elle-même, cette personne-là, et la prendre à part. Parce que l'handicap, souvent, est présenté « Ah, de toute manière, vous êtes atteint d'un handicap, vous n'êtes pas capable, vous ne ferez rien, vous ne savez pas, etc. » Lui présenter que oui, cette personne est porteur d'une pathologie, certes, mais elle a des compétences. Et l'employeur, ce qu'il attend et ce qu'il verra, c'est les compétences, même avant cette maladie. La maladie existe, elle est présente, certes, mais elle a d'abord les compétences, parce que lorsqu'elle va faire un CV, elle ne va pas mettre « recherche parce que je suis drépanocytaire ». Non, elle va mettre « je recherche plombier, maçon, secrétaire, etc. » et faire remonter ces compétences-là. Et on travaille aussi bien pour mettre le CV et lui présenter après ses possibilités. En fait, notre difficulté, nous, au centre hospitalier, c'est que nous avons des agents avec un fort absentéisme perlé, voire avec hospitalisation. Et on devine, de par ce tableau, et on n'a pas de... Ils ne se déclarent pas. Alors, ça met en difficulté les dynamiques collectives, la dynamique et le collectif de travail. Et c'est sur des métiers sensibles, c'est au lit du malade. Donc, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour inciter à se déclarer, non pas pour avoir une compensation, mais pour, on va dire, préparer son parcours professionnel au sein de l'établissement. Ce métier qu'on a choisi, sur lequel on a fait une formation au-delà même de sa pathologie, de son handicap, c'est admirable. Mais comment nous, employeurs, on peut vous accompagner à ce que n'intervienne pas au bout de 10 ans ou 50, 10 ans, un surhandicap par rapport à ce dépassement dans lequel certains agents se sont inscrits. Et aujourd'hui, moi, je n'ai qu'une seule agent qui s'est manifestée sur les recommandations d'une collègue qui lui a dit « Va voir Madame Robin, elle saura t'accompagner pour que tu gardes ton emploi ». Donc là, elle s'est déclarée. Mais elle n'est pas la seule au sein de l'établissement. Comment on fait? Alors déjà, c'est quand la personne en tant que telle est réticente ou ne veut pas faire connaître sa pathologie et qui a des suspicions, je vais dire, par rapport à l'employeur, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le médecin du travail, où on peut lui signaler que cette personne-là présente certains symptômes. À charge pour le médecin du travail d'aller creuser. Là, on est sous le secret médical. Donc, de fait, quand il va faire ses préconisations, il ne va pas cibler par rapport à une pathologie, mais il va plutôt orienter sur des aménagements possibles. Puis, deuxième chose, quand on veut toucher le collectif de travail, il faut faire des actions de sensibilisation
plus large au niveau du collectif. Alors ça peut être, je ne sais pas, selon l'organisation de l'employeur, s'il y a des petits temps d'information, soit via la lettre, s'il y a une lettre d'information, par exemple, au niveau de l'employeur, une lettre de communication, eh bien faire un zoom sur un instant T sur la drépanocytose ou encore des flyers. Je suppose qu'au niveau des associations, vous avez des supports existants, donc les mettre à disposition de façon à attirer l'attention de la personne et non cibler sur la personne. Et comme ça, bien, dans ce collectif de travail, les personnes qui se sentiront concernées bien, vont venir ensuite en parler. Mais si on veut d'emblée, il y a déjà cette réticence et qu'on cible sur la personne, automatiquement, ça va faire bien un frein et elle ne va pas aller au-delà. Donc, c'est plus partir sur une information générale, collective, sur une pathologie. Et à ce moment-là, eh bien, la personne saura. Et puis, au niveau de cette information, présenter l'information collective, mais dire, eh bien, si vous avez une difficulté quelconque, vous pouvez vous orienter vers le référent handicap avec ses coordonnées. Et donc, cette personne-là va se sentir plus sécurisée et rassurée de venir vous voir parce qu'il y aura eu cette information générale. Elle ne sera pas pointée du doigt, elle ne se sentira pas pointée du doigt, elle va dire t'es convoqué là, etc. Elle saura que c'est pour elle. Mais l'information là, leur dire que si vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui est atteint, il y a tel organisme qui peut, là elle viendra. Mais. Et je rappelle, ou j'informe, selon l'information des uns et des autres, c'est que le FIP finance justement des actions de sensibilisation et de communication collective. Donc, alors les montants varient en fonction de l'effectif, mais nous sommes aussi présents aux côtés des employeurs publics. Donc de la sensibilisation, puis aussi de l'action. De l'action. Merci beaucoup pour votre présentation. Et donc, à un moment donné, on peut avoir des situations qui sont identifiées, soit parce que les personnes sont en arrêt. Tout à l'heure, le docteur Bernit disait clairement, il faut préparer les retours à l'emploi. J'ai bien entendu, hein? Donc on voit bien que quand les conseils des médecins rejoignent les évolutions réglementaires, on va dire qu'on finit par être obligés, hein, tous. Donc il va falloir préparer les retours à l'emploi. Et puis ensuite, pour certaines personnes, bien, faudra ces préparations au retour à l'emploi vont permettre d'identifier des besoins de compensation. Puis après, il faudra trouver des solutions de compensation. Et il y a un acteur, hein, qui est central dans le paysage et qui est Cap Emploi. Et nous avons la chance d'avoir Marie Custos, qui est directrice du Cap Emploi de Guadeloupe, et qui va nous expliquer l'appui que vous pouvez apporter aux employeurs pour cette fois, eh bien, trouver des solutions concrètes. Tout à l'heure, moi, je me rappelle du témoignage de Stéphane qui disait, Stéphane Houton, qui disait, en fait, il y a eu avant et après. Ouais. Parce qu'après, j'ai eu alors à la fois il y a le traitement, et puis à la fois il y avait les aménagements. Et donc, vous pouvez être à la charnière, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, Marie Custos, donc directrice du Cap Emploi de Guadeloupe. C'est une structure qui intervient sur le département, enfin, en tout cas, l'association gestionnaire, c'est l'AJ, qui existe depuis 1995. Donc, ça fait un moment que nous sommes sur le terrain et nous intervenons spécifiquement sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap et des employeurs. Avant de démarrer, je voulais juste rajouter par rapport à la question de Madame Robin. C'est surtout, je crois qu'il y a un levier important. Bon, je commence par la fin, mais c'est pas grave. Un levier important, c'est que la question du handicap, pour moi, c'est aussi une question liée à la santé. La santé, ça concerne tout le monde. Donc, un des leviers, en tout cas nous, quand on fait des sensibilisations au niveau des entreprises, puisqu'on intervient auprès des personnes présentant tout type de handicap, même si effectivement il y a des personnes qui ont été identifiées, et souvent on le fait en collaboration avec le médecin du travail, c'est informer sur la santé au travail. La santé au travail, ça concerne tout le monde. Et forcément, en abordant les choses de cette manière-là, forcément, on arrive à parler de handicap au travail. Et en réalité, l'objectif, c'est de rassurer les personnes. Donc, c'est ce que je voulais rajouter à ce qui a été dit. Alors, juste déjà pour dire qui est Cap Emploi. Donc, Cap Emploi est ce qu'on appelle un organisme de placement spécialisé.
et nous faisons partie des opérateurs du service public de l'emploi. Donc le fameux triptyque, alors je ne vais plus dire Pôle emploi, c'est France Travail, Cap emploi et mission locale. Nous intervenons justement pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, plus précisément, puisque c'est le public de Cap emploi. Notre mission, c'est surtout d'intervenir en complémentarité des organismes de droit commun. Donc, en l'occurrence, donc je l'ai dit, France Travail et Mission Locale. Et bien entendu, notre intervention, la mission que nous portons, enfin les missions que nous portons, s'inscrivent aussi dans le développement d'une société effectivement plus inclusive. Déjà, dans un premier temps, peut-être dire quels sont les bénéficiaires de nos missions. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ah, il y a un blocage. Bon, je vais commencer quand même en attendant. Nous intervenons sur 2 volets. Donc, nous accompagnons des personnes qui sont en démarche de recherche d'emploi et nous accompagnons également des personnes qui sont déjà en emploi. Donc là, en l'occurrence, au niveau des établissements publics, des agents de la fonction publique. Et bien sûr, nous intervenons aussi auprès des employeurs, puisque nous intervenons sur les 2 volets. L'objectif, c'est d'informer les employeurs sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc déjà, donc on peut vite passer, puisque je viens de passer. Déjà sur le premier volet, l'accompagnement vers l'emploi. J'ai envie de dire, je pourrais effectivement présenter cet axe à 2 voies, puisque c'est une offre de services intégrée que nous mettons en œuvre avec les représentants de France Travail, Madame Rivière en études, mais il y a aussi la présence de Madame Logis, qui est référente régionale handicap au niveau de France Travail. Depuis à peu près, disons quoi, 2-3 ans, nous avons travaillé ensemble à la mise en place d'une offre de services intégrée. L'objectif était de pouvoir faciliter le parcours des personnes. On a eu justement tout à l'heure les témoignages des personnes porteuses de la drépanocytose qui nous ont bien expliqué effectivement le parcours du combattant. Donc l'idée, c'était de pouvoir simplifier les choses, éviter qu'il y ait des accompagnements en silo où les personnes sont un coup accompagnées par Pôle emploi, une autre fois par Cap emploi. Donc très concrètement, l'offre de services intégrés, c'est une offre qu'on a co-construite. France Travail, non mais je vais m'y faire. France Travail et Cap emploi pour répondre de façon précise aux besoins des personnes. Donc très concrètement, ça se traduit par la mise en place de ce qu'on appelle dans notre jargon le LUA, donc le lieu unique d'accompagnement. Il n'y a pas de raison, parce qu'on est en situation de handicap, quand on recherche du travail en général, on va vers l'opérateur, par définition, qui accompagne tous les demandeurs d'emploi. Donc on n'est pas stigmatisé. Donc les agences Pôle emploi ont été retenues par nous comme étant effectivement ces fameux lieux uniques d'accompagnement. Et très concrètement, nous avons mis en place aussi une équipe au sein des agences composée de conseillers Pôle emploi qui ont la référence handicap et du conseiller Cap emploi qui est affecté à l'agence. Alors, juste après, effectivement, cette réunion, le Cap emploi est un peu en force aujourd'hui. Je vais demander aux collègues peut-être de se lever pour qu'ils soient repérés. Si vous avez éventuellement des questions. Non, mais ils se sont mis au fond de la salle comme des mauvais élèves, mais je leur ai dit que j'allais les solliciter. Ce sont les conseillers. Non, mais on ne vous voit pas là. Levez-vous tous. Je crois qu'il va falloir vous lever. Voilà. Hein, on s'est bien compris. Y compris notre chargé d'accueil qui se cache. Donc, c'est juste pour vous dire qu'ils seront aussi présents pour répondre à d'éventuelles questions quand on échangera tout à l'heure. Tout ça pour dire que le travail qui a été fait, c'est effectivement un travail en commun pour pouvoir apporter une réponse de qualité aux personnes, en tout cas autant que faire se peut. La personne en situation de handicap, elle s'inscrit à France Travail. Lorsqu'elle s'inscrit, elle fait état de son statut. Alors ça, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui ont du mal, qui sont inscrites et qui ne disent pas, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que la personne se sente en confiance. Quand elle arrive au niveau de l'agence, elle fait état de son statut, de manière à ce qu'elle puisse bénéficier d'un accompagnement adapté. L'offre de service intégré, c'est ça. Et ce n'est pas une offre de service qui appartient à Cap emploi, mais c'est l'offre de service Pôle emploi,
France Travail, je vais m'entraîner. Pourtant, hein, France Travail, Cap Emploi. Donc, cet accompagnement, donc, des personnes qui arrivent, ce sont des personnes qui présentent tout type de handicap. Donc, parmi ces demandeurs d'emploi, il y a des personnes qui sont drépanocytaires. L'idée, au départ, c'est qu'il y ait un diagnostic de la situation de l'intéressé pour justement identifier toutes les limitations qui sont induites par la maladie. On a dit, d'un individu à l'autre, effectivement, ça peut être complètement différent. Donc, il s'agit de pouvoir proposer un accompagnement adapté en toute connaissance de ces limitations, de ces contre-indications, et de pouvoir accompagner la personne sur un projet professionnel compatible avec son état de santé. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la façon dont nous travaillons avec les personnes présentant tout type de handicap, donc y compris les personnes porteuses de la drépanocytose. Donc effectivement, ça va donc du diagnostic jusqu'à... alors il y a plusieurs, je ne vais pas vous les lire, les différents éléments qui interviennent dans notre accompagnement. Mais ce qu'il faut retenir dans la particularité de l'offre de services de Cap Emploi, notre plus-value, parce que souvent, sur l'ex-Pôle emploi, on disait « vous êtes le Pôle emploi des travailleurs handicapés », ce n'est pas tout à fait ça, on ne l'a jamais été, c'est qu'en fait, notre plus-value, c'est justement parce qu'on accompagne la personne sur l'évaluation des besoins de compensation, c'est ce qu'on apporte en plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place pour permettre à la personne déjà d'élaborer un projet professionnel compatible avec son état de santé? Et il y a un besoin de rétablissement aussi, qui est un des éléments importants. C'est comment la personne vit son handicap. Effectivement, la personne est accompagnée par des médecins spécialistes, mais c'est elle qui vit son handicap. Donc, il y a une confiance qui doit s'installer au départ. Ce n'est pas évident, on est bien d'accord, puisqu'on travaille sur de l'humain. Mais à partir du moment où la personne est mise en confiance, elle peut effectivement se livrer et dire quelles sont ses difficultés. Et bien entendu, quand je parle d'évaluation, on travaille avec un certain nombre de partenaires. Donc nous constituons un réseau. Ces partenaires d'ailleurs qui font partie du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Et l'idée, c'est de faire en sorte que le parcours de la personne soit effectivement le plus fluide. En tout cas, on essaie d'y contribuer de manière à ce qu'à la fin, elle puisse intégrer une entreprise. Alors, je vais passer sur l'axe 2. Alors, juste, voilà, sur le deuxième axe de notre intervention, de notre mission, pardon, c'est l'accompagnement dans l'emploi. Qui dit accompagnement dans l'emploi, c'est qu'on accompagne des personnes qui sont déjà en activité. Soit des personnes qui sont salariées des entreprises, soit des agents de la fonction publique, et même des travailleurs indépendants. La difficulté des personnes qui sont accompagnées dans le cadre de ce type d'accompagnement, c'est qu'elles ont une difficulté liée à un problème de santé. Volontairement, je ne dis pas travailleurs handicapés, puisque la majorité des personnes qu'on accompagne dans le cadre de l'accompagnement dans l'emploi ne sont pas encore reconnues par la MDPH. Donc, en fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, en préambule, de la vision, c'est surtout avoir une vision de la santé au travail. On reste sur ce vocable un peu générique, parce que, j'ai envie de dire, potentiellement, nous pouvons un jour être en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est de dire une personne en difficulté sur son poste de travail du fait des conséquences d'un problème de santé. À partir du moment où on a cette difficulté, effectivement, l'accompagnement de Cap Emploi peut intervenir. Alors, c'est vrai que, je l'ai dit, ça fait déjà quelques années que nous sommes sur le terrain, donc nous avons établi des collaborations très fortes avec les services de santé au travail, que ce soit les services de santé au travail privés ou les médecins qui interviennent dans les établissements publics. L'objectif, c'est que quand il y a une situation et que le médecin du travail estime notamment qu'il y a une possibilité, donc là il y a un risque avéré de perte d'emploi et qu'il y a une possibilité au moins de rechercher des solutions, Cap Emploi peut être sollicité en tant qu'opérateur pour accompagner l'employeur et la personne à la recherche de solutions. Non, on peut rester toujours... non, on peut rester sur cette slide. Donc, sur l'accompagnement dans l'emploi, l'objectif, c'est de permettre à la personne, à partir des adaptations qui peuvent être mises en place, on a parlé tout à l'heure d'organisation du temps de travail, d'aménagement avec du matériel, d'aménagement physique du poste de travail. En fait, l'adaptation peut être de nature différente en fonction des conséquences du handicap.
l'idée, c'est de faire en sorte qu'en réalité, le handicap ne soit plus un frein par rapport à la poursuite de l'activité professionnelle. Donc ça, c'est le cœur de métier de Cap Emploi pour l'accompagnement dans l'emploi. Maintenant, quelquefois, il n'y a pas de possibilité, des fois, de solution. Après la recherche de solutions dans l'établissement, il n'y a pas de possibilité de solution de maintien dans l'emploi. On peut, à partir de ce moment-là, commencer à travailler, à réfléchir avec l'intéressé. Évidemment, si la personne est d'accord, on est toujours sur l'adhésion de l'agent en question. C'est de commencer à travailler peut-être sur un projet de reconversion ou de reclassement, notamment dans les établissements publics. Il peut y avoir des solutions de reclassement qui permettent en tout cas de travailler un nouveau projet, et soit un reclassement en interne, et à ce moment-là, la personne reste, on est à une solution de maintien dans l'emploi, soit un reclassement en externe pour lui permettre de travailler sur un nouveau métier compatible avec son état de santé. C'est vrai que les personnes qu'on accompagne dans le cadre de ce service, il y a toujours une difficulté au départ, c'est que même si le médecin du travail nous a orientés, alors dans la plupart des cas, on peut être, le signalement peut émaner de diverses sources, hein, ça peut être l'agent lui-même, un collègue ou un manager, mais la difficulté, c'est souvent que la personne a du mal à, entre guillemets, accepter sa nouvelle situation, parce que le plus souvent, ce sont des personnes, des fois, qui deviennent handicapés dans la grande majorité des situations que l'on gère. Donc, il y a une question de mise en confiance et d'expliquer justement, on l'a dit tout à l'heure, c'est par de l'information que les personnes peuvent être mises en confiance et comprendre effectivement qu'il y a des dispositifs qui existent et qui sont là pour pouvoir les accompagner et faire en sorte qu'on trouve des solutions. On intervient également sur un autre volet qui est l'évolution professionnelle, puisque nous faisons partie des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle désigné par l'État. Là, on est sur un public, effectivement, où il n'y a pas de difficultés liées au handicap. Comme tout le monde, les gens ont besoin d'évoluer professionnellement, donc on peut effectivement accompagner des personnes qui ont ce projet d'évolution professionnelle. À partir toujours du moment où le handicap représente un frein majeur par rapport au nouveau projet qui va être en tout cas trouvé et qui soit compatible avec l'état de santé. Et je veux terminer juste sur, puisque depuis 2018, nos missions évoluent pour répondre justement aux besoins des personnes. Nous avons aujourd'hui une action de veille, notamment pour les personnes qui ont été maintenues dans l'emploi ou qui ont été intégrées, donc qui ont intégré une entreprise ou un établissement public, et pour lequel on sait, donc en général le conseiller référent sait que c'est une personne qui aura peut-être par la suite des difficultés, parce que ça peut être une maladie évolutive où on sait qu'il y aura peut-être une difficulté de maintien dans le poste que la personne occupe actuellement. Donc cette action de veille, c'est surtout dans une démarche de sécurisation du parcours pour éviter qu'il y ait des ruptures. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire aux personnes de ne pas hésiter, même si aujourd'hui vous travaillez, vous avez été accompagné par Cap Emploi, vous avez intégré un établissement ou une entreprise, n'hésitez pas s'il y a une difficulté à reprendre contact avec nous. Voilà, ça peut passer par le médecin du travail, mais la personne elle-même aussi peut effectivement nous signaler sa situation. Voilà, j'ai essayé d'être voilà, pour pouvoir répondre éventuellement aux questions. Ah, mais vous êtes parfaite voilà. Dans le timing. Alors, vous l'aurez compris, moi, je compare souvent le Cap Emploi à notre médecin généraliste. Quand on a un problème de santé, on va voir notre médecin généraliste. Et si à un moment donné, il peut traiter, c'est simple. Il nous fait notre ordonnance, il nous trouve la solution. Donc, quand vous pouvez traiter, quand vos équipes peuvent traiter, eh bien, elles vont trouver des solutions de compensation. Et puis, elles vont accompagner dans la recherche des solutions jusqu'au bout, le matériel, le financement. Et par contre, lorsque le généraliste est un peu à la limite de ses compétences, il a tout un réseau, et le FIP finance tout un réseau avec la GFIP d'experts sur les différents types de handicap, ce qui fait que en passant par ce généraliste de la compensation du handicap, ça va vous permettre de compenser les situations les plus complexes. Et pas les plus simples.
D'accord? Donc ça, c'est faut qu'on va voir son médecin, on ne sait pas forcément vers qui il va nous orienter, mais c'est le réflexe. Eh bien, en matière de compensation, le réflexe, c'est le Cap emploi. Qui travaille en étroite collaboration avec le médecin du travail. Hein, ils ne font pas le travail à leur place. Alors, vous avez certainement des questions à me poser à Cap emploi. Vous avez des situations il y a des situations qui ont émergé. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Il y a une question là. Il y a une question. Alors, je vais vers le premier moi que j'ai vu. C'est peut-être pas le plus proche, hein, mais je pourrais revenir. Je vous en prie. Bonjour, donc je suis Madame Devarieux, je suis donc la référente handicap au centre pénitentiaire de Bémao. J'ai eu à travailler avec Cap emploi et M. Baptiste notamment, que j'ai vu ici et avec qui on fait un excellent travail de collaboration, notamment sur le Diodé. C'est Monsieur Diodé. Et qui a ensuite conduit aussi, par ce biais-là, à ce qu'on puisse aussi recruter du personnel en situation de handicap avec des concours dédiés aux personnes en situation de handicap. Alors moi, ma question était concernant le reclassement. On a une grosse problématique sur nos agents, donc je suis centre pénitentiaire, ça dit bien ce que ça veut dire, avec des personnels de surveillance et des personnels administratifs. Donc souvent, nos agents qui ne sont plus en situation d'effectuer leur mission de surveillant pénitentiaire demandent un reclassement. Et là, on a une très très grosse difficulté sur ce reclassement, puisque à chaque fois, ce sont des reclassements qui sont faits au niveau national, avec des surveillants qui ont attendu 10-15 ans pour pouvoir rentrer enfin chez eux. Et quand ils font la bonne démarche avec cette demande de reclassement, on leur dit non, mais vous repartez à Dijon, vous repartez à Mamoudzou, vous repartez dans des contrées, presque ils nous les envoient à Moscou. Donc c'est justement ça la grosse difficulté. Et c'est de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un levier qui nous permettrait de faire valoir, en tant que département d'outre-mer, de faire valoir justement cette situation géographique pour qu'on puisse justement garder nos agents sur place. C'est compliqué. Alors, on est ministère de la Justice, il y a 3 directions, donc il me semble qu'il y a quand même de quoi faire. Est-ce que c'est un reclassement? Le reclassement, il intervient par rapport à des problèmes de santé où la personne est dans l'incapacité d'exercer son activité de surveillant pénitentiaire, mais sans possibilité de reclassement au niveau de l'administration, c'est bien ça? Alors, il y a... Au niveau du centre pénitentiaire, je parlais. Pas au niveau du centre pénitentiaire, mais il y a des postes sur le reste du département. Mais où il est obligé de repartir ailleurs. Alors, il y a des postes. Parfois, il y a des postes sur le département. Il y aurait des postes au tribunal, il y aurait des postes ailleurs. Donc, on est ministère de la Justice quand même. C'est ce que j'allais indiquer, c'est qu'il existe. Alors, on n'est pas encore dans cette dynamique au niveau des Antilles-Guyane, je parle de manière large, mais la mobilité interfonction publique, eh bien, justement, elle est là pour favoriser le recours aux compétences de la personne qui a une incapacité d'exercer une activité dans son environnement de travail, mais qui a des compétences qui pourraient être mutualisées ailleurs. Et c'est là où on a encore du travail à faire pour arriver à vraiment... intensifier, je dirais, cette dynamique parce qu'elle existe ailleurs. Il y a des régions où bien il y a cette transition qui est réalisée. Mais nous, on est encore au balbutiement, je dirais. Mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit depuis plusieurs mois et années même, et qu'on n'a pas encore réussi à concrétiser. Mais l'exemple que vous citez montre qu'il y a ce besoin et cette nécessité de réflexion et d'action surtout. Malheureusement, le Cap emploi ne pourra pas vous aider là-dessus. Voilà. Mais je reviens. Y a-t-il des questions sur l'intervention de Cap emploi? C'est votre généraliste de la compensation du handicap pour vos agents. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être un complément. Action de veille. Action de veille. Effectivement, tout à fait ce que je recherchais comme outil, la veille professionnelle pour les agents qui sont dans un parcours professionnel sur lequel ils ne vont pas pouvoir perdurer par le fait de l'usure accentuée par la maladie ou la maladie chronique qu'ils ont. Donc cet outil-là, j'aimerais bien avoir un peu plus d'éléments. L'action de veille, c'est déjà, alors c'est nouveau pour nous puisque effectivement notre mission a évolué. L'action de veille, ça nous... Entre guillemets, l'intervention de Cap emploi ne change pas. C'est-à-dire que là, on est sur un public, entre guillemets, qui est à risque.
parce qu'on sait que demain, le handicap risque de s'aggraver. Donc l'action de veille, c'est que l'employeur qui a une situation d'un collaborateur qui relèverait de cette action de veille puisse, en lien avec le médecin du travail, nous solliciter, parce que peut-être qu'il faudra, toujours en prévention, réfléchir à des actions à mettre en place pour faire face à cette situation. J'ai donné l'aggravation du handicap, mais ça peut être autre chose. Mais l'action de veille, c'est surtout pour éviter qu'il y ait des ruptures, autant que possible, s'il y a encore possibilité que la personne poursuive son activité ou une autre activité professionnelle. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est surtout contacter le Cap Emploi parce que du coup, on va à ce moment-là être peut-être dans l'accompagnement, dans l'emploi. Parce qu'il faudra tenir compte, ça nous est arrivé, alors ça ne s'appelait peut-être pas encore action de veille, mais ça nous est arrivé par exemple pour des personnes qui ont été recrutées, pour lesquelles il y a eu un aménagement de situation de travail. La situation s'est aggravée. Je peux vous en parler parce qu'on a une collaboratrice qui a été dans cette situation. L'aménagement dont elle a bénéficié à un temps T n'était plus adapté à sa nouvelle situation puisque le handicap s'est aggravé. Donc on a refait un autre travail avec le médecin du travail de notre entreprise pour pouvoir trouver d'autres solutions facilitant son maintien dans l'emploi. Et depuis, effectivement, elle travaille chez nous. Ce qui a été mis en place, puisque c'est une personne qui est malvoyante, ce qui a été mis en place aujourd'hui, elle ne travaille pas comme ça, c'est qu'elle a 3 jours de télétravail sur 5. Elle est 2 jours dans l'entreprise et les 3 autres jours, mais ça, c'est lié à sa situation d'aggravation de son handicap. Donc, si vous voulez, l'action de veille qu'on a eue, c'est parce qu'il y a eu cette aggravation, on a pu intervenir rapidement pour lui permettre de poursuivre son activité. S'il n'y a plus d'autres... vous m'entendez? S'il n'y a plus d'autres questions, eh bien... nous allons passer à la conclusion. Donc, je n'ai pas le talent de dessinateur de Monsieur Gabour, donc j'ai noté des mots, en fait. Donc, j'ai noté confiance, réseau, donc collaboration, volonté d'agir, mobilisation, engagement avec H-A-N, comme l'a précisé Madame Lemoine, hein. Communication, sensibilisation et enfin transformation. Donc transformation qui va nous amener bien une société encore plus inclusive et pourquoi pas bien un taux d'emploi au niveau du FIP qui ne serait pas de 5,45 mais de plus 10 et ce qui serait le signe majeur que eh bien toutes les personnes en situation de handicap peuvent avoir accès à l'emploi. Donc je laisse Marine Neuville donner le mot de la fin. Très rapidement, parce qu'il est déjà tard. Vraiment, merci d'être resté, voilà, d'avoir écouté l'ensemble de nos intervenants, sans pause, dans une ambiance assez chaude et chaleureuse. Mais vraiment, moi, j'ai appris énormément de choses cet après-midi sur la drépanocytose, grâce à tous nos intervenants. Et je voudrais juste dire 2 choses. Un grand merci à l'INRAE de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est un institut avec lequel nous avons un partenariat au FIPHFP. Et voilà, ils nous ont accueillis dans de très bonnes conditions. Ils ont été très disponibles, mais pour des demandes de dernière minute. Donc vraiment, merci à eux. Et puis surtout, je vous invite maintenant à rester encore un petit peu, si vous avez le temps, puisque voilà, on a un petit moment convivial. Et l'objectif d'événements comme le Tour de France, c'est aussi que vous puissiez vous rencontrer entre vous, échanger entre vous. Avec le confinement, on a eu beaucoup de distanciel. C'est pour ça qu'on souhaitait aussi faire des événements en présentiel où les gens se rencontrent et échangent pour que finalement sur Tour de France cet après-midi ne soit pas un aboutissement, mais plutôt voilà, le point de départ de nouveaux partenariats, de nouvelles actions que vous allez construire ensemble parce que ensemble, on va plus loin pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, merci encore pour votre accueil et puis bonne continuation.